Durant la seconde moitié des années 70, un genre musical avait embrasé les clubs, envahi les ondes et trusté les hit-parades, le disco. Innovant, créatif et prônant l'hédonisme, ses rythmes, ses sons et leurs icônes deviendront, à la fin de la décennie, intolérables à ceux qui ne les avaient jamais aimés, comme à ceux qui voyaient l'emprise sur la musique des noirs et des gays à qui ils associaient le disco. Une musique insoutenable aussi pour un certain Steve Dahl, le DJ d'une radio rock qui décidera d'organiser le 12 juillet 1979 une Disco Demolition Night dans un stade de baseball de Chicago en mal de médiatisation. Incités par cet animateur à apporter leur vinyle de disco pour les détruire, des dizaines de milliers d'auditeurs rempliront ce Comiskey Park où, dans une ambiance surréaliste, exploseront sur le terrain des montagnes de disques. Un événement qui accompagnera le rejet de ce style musical que, par ailleurs, l'industrie discographique avait exploité jusqu'à la caricature. Ça a fait la une des journaux quand c'est arrivé, mais je ne pense pas que l'événement lui-même ait été décisif. Le disco, c'était quelque chose sur lequel tout le monde s'était jeté. C'était énorme. Les gros labels avaient compris qu'ils allaient faire de l'argent et ils ont juste utilisé le disco comme une prostituée. Et à la fin, tout le monde tentait de faire du disco à partir de n'importe quoi. Mais pour les clubs et ceux qui les fréquentent, il n'est évidemment pas question que la nuit se termine. Dans la communauté gay à New York, à San Francisco et un peu partout, même quand le disco semblait mort pour la plupart des gens, il n'était pas mort dans ces communautés parce qu'il venait de là. Pour eux, rien n'avait changé. Simplement, de nouveaux labels sont apparus et ils ont commencé à appeler ça High Energy. High Energy, un terme surtout connu des producteurs et des DJ et qui désigne tout simplement une nouvelle forme de disco au rythme encore accéléré et essentiellement électronique, sans violon, ni cuivre, ni quasiment plus d'autres instruments que les synthétiseurs et les boîtes à rythme. Bref, le nouveau son dance des années 80. Le son disco des années 70, qui venait principalement d'Europe, était différent du son américain et était ce qu'annonce déjà le mot, de la haute énergie. Les beats étaient renforcés et il y avait toujours cette séquence que nous, les musiciens, appelions la séquence double croche. C'était une séquence rapide, comme un... Comment j'ai réagi? Je n'ai pas réagi. La musique change en permanence. Tu dois t'adapter à ça. Pour ma part, il n'y a pas eu de réaction. Pour la plupart des artistes non plus. On continue d'avancer. Radicale à ses débuts, la High Energy va aussi désinhiber l'image, le look, ouvrir grandes les vannes de l'exubérance et la porte aux divas outrancières et autres créatures hors normes. De plus en plus fédérateurs qui vont déborder des clubs gays ou hétéros pour inonder les charts du monde entier. Commence à San Francisco, une ville dans laquelle, depuis bien longtemps, la communauté homosexuelle a gagné la liberté de vivre et de s'assumer ouvertement, de jour comme de nuit. Des gays qui avaient été les premiers à goûter au disco et qui seront ceux qui vont le réinventer. Et en particulier, un certain Patrick Cowley, un musicien depuis longtemps passionné par les synthétiseurs et fasciné par I Feel Love, tube européen novateur, produit par l'italo-allemand Giorgio Moroder à Munich pour Donna Summer. Un morceau dont, pour le plaisir au départ, Cowley va enregistrer une version plus robotique, cosmique et qui posera les fondements de ce disco High Energy.
Le son européen est notamment arrivé avec Cerrone quand il a fait Supernature, avec tous les claviers électroniques qu'il utilisait. Fort de toutes ces influences européennes, Patrick Carley poussera plus loin encore l'expérimentation en pensant toujours au club gay auquel il destine sa musique et enregistrera un album emblématique de cette nouvelle dance électronique gorgée de voix trafiquées et de sous-entendus masculins, Managee. C'était une œuvre d'art globale. La mélodie n'était pas si importante, mais il y avait cette atmosphère, ce son et ce rythme entraînant. La production était incroyable. J'étais vraiment fasciné. Patrick Carley composera aussi pour d'autres, et notamment pour l'extravagant Sylvester, avec qui il avait déjà collaboré quelques années plus tôt sur You Make Me Feel, et pour qui il produira en 1982 et en mode High Energy, Do You Wanna Funk. Sylvester, c'était le meilleur. Et c'était l'une des premières personnes à s'habiller en drag queen. Personne ou presque n'avait jamais fait cela avant lui. Mais peu après cet enregistrement réalisé avec son ami Sylvester, Patrick Carley disparaîtra, emporté par un mal étrange dont il sera l'une des premières victimes et dont il ne connaîtra jamais le nom, le sida. Patrick Carley était cool, un bon gars. Il était à nos côtés, faisant la fête à San Francisco à l'époque. Quelqu'un d'introverti. Je me souviens, Patrick Carley était vraiment beau. J'aurais bien aimé, mais il me repoussait. Il aimait mon partenaire, Dennis. À San Francisco, c'est aussi grâce à un club, le Trocadéro Transfer, que la High Energy et ses nouvelles vibrations vont gagner du terrain. Grâce à un club et à un homme, Bobby Viteriti, sacré 2 fois meilleur DJ des USA par la Bible du showbiz américain, le Billboard, l'une des stars des platines qui vont offrir à ce métier une vraie reconnaissance. Oh, la première fois que j'y suis allé, avec mon partenaire, il jouait Disco Duck. J'ai dit, est-ce que tu peux croire qu'il passe Disco Duck ici? Et toutes les lumières étaient allumées, comme un sapin de Noël, tu vois? Alors je me suis dit, je veux travailler ici. J'ai vendu ma maison, je suis venu en Californie et j'ai vécu à l'hôtel. Je voulais vraiment ce boulot. Pas parce que je suis égoïste ou quoi que ce soit, mais je pensais que cette foule avait besoin d'un meilleur DJ, juste pour l'amour de la musique. Je jouais beaucoup de musique électronique. Cette foule, vous auriez apprécié cette foule. Ils avaient l'habitude d'écouter mon style. Et je les emmenais dans des endroits, je les emmenais sur Mars. Et retour. C'était toute la musique que j'avais jamais entendue. Et puis, il venait à bout d'aller chercher l'audience, tout le monde qui dansait, puis de les amener à un autre niveau. C'est ça qui fait que c'est un bon DJ. Et si la Canadienne Denise Lepage fréquenta le Trocadéro Transfer, c'est que juste après San Francisco et avant New York, c'est de Montréal que soufflera sur les dance floors de la planète un vent disco High Energy. Grâce à Lime, un duo formé avec son mari Denis, qui en 1981 décrochera un premier hit mondial avec Your Love. À cette époque-là, les synthétiseurs ont apparu. C'est là que Denis a commencé à s'acheter une petite console 4 tracks qu'on a commencé à travailler dans la maison chez nous.
Comment est-ce qu'on travaillait, moi et Denis? C'est que lui, il était dans le studio, puis il commençait à trouver des sons, la basse, le bass drum, peut-être pendant une semaine ou deux. Puis moi, pendant ce temps-là, j'étais dans ma maison, je faisais mon ménage, ma vaisselle, puis là, la mélodie me venait. Fait que j'étais plus portée à faire les mélodies, mais Denis, il faisait les tracks, lui. Fait que c'est comme ça qu'on travaillait. Suivra un tube plus redoutable encore, Babe, We're Gonna Love Tonight. Quand ce morceau de Lime est sorti, ça a été un gros succès. Tout le monde avait envie de l'écouter 2 fois. C'était un morceau très fort. Lorsque Lime jouera donc au Trocadéro Transfert de San Francisco, ce sera dans une ambiance assez particulière, mais pas à cause de l'alcool, alors interdit à la vente dans ce club. C'est sûr qu'il y avait des drogues. Au Trocadéro, je vais toujours me rappeler, quand j'ai rentré dans le club pour faire le spectacle le vendredi soir, ça sentait ce qu'ils appellent les poppers. Des poppers, mais ça sentait. Fait que c'est sûr que tout le monde dans la place était ces poppers. T'sais, tout le monde, c'était comme un party de poppers. Puis tu avais d'autres places aussi, bien, tu savais automatiquement qu'il y avait de la cocaïne, là, c'est sûr. C'était disponible, vraiment facile à se procurer. Ils versaient du chlorure d'éthyle sur des mouchoirs rouges et se le mettaient entre les dents. Et le poppers, bien sûr, tout le monde en prenait. C'était pas dangereux, pas cher, on pouvait le trouver en magasin. Quand j'étais DJ, j'étais plutôt défoncé. Je prenais beaucoup de drogue. Alors parfois, je perds la tête. Je suis sérieux. Des fois, je parle, je suis comme... Je peux pas penser. Ça m'arrive vraiment, ça m'est arrivé plusieurs fois, alors... Parce que j'étais dans un sale état après tout ça. Il m'a fallu un certain temps pour me remettre sur pied. Dans les années 80, à New York, Dwayne Holt fut l'un des DJ du Studio 54, club mythique des 70s et qui venait d'être relancé au cœur de Manhattan. Au début des années 80, c'était totalement différent. C'était beaucoup plus funky à l'époque. Les artistes étaient dans tous les clubs. New York n'est plus vraiment une ville de club. Mais à l'époque, on avait Paradise Garage, on avait le Studio 54, on avait le Funhouse, on avait Danceteria, on avait Sound Underground, les DJ légendaires, le Synth, le 12 West. Totalement différent de ce qu'il y a aujourd'hui. Je sais pas où les gens vont. Avant, c'était vraiment mieux. Il y avait plusieurs types de magasins de disques. Des magasins commerciaux où le grand public se rendait. Et puis il y avait des endroits comme celui-ci, le A1, où l'on trouve la vraie musique de danse qu'on joue, pas nécessairement à la radio, mais dans les clubs. Et parmi tous ces disques, les vinyles de High Energy qui, parmi d'autres, électriseront la piste du Studio 54, discothèque toujours prisée mais désormais concurrencée, et notamment par The Saint, le temple des danseurs gays qui vient d'ouvrir. Au Studio 54, on jouait de la musique commerciale, du R&B, du vieux disco. Au Saint, à l'époque, ils jouaient surtout de la musique High Energy. Et ils aimaient ce son. Le Saint était un club blanc. C'était 99% blanc. Mais pour alimenter ces clubs en beat énergiques, un redoutable faiseur new-yorkais entrera dans la danse, Bobby Orlando, alias Bobby O, dont la formule sera des morceaux rapidement enregistrés, seul avec ses machines et des choristes, et représentés devant les caméras par des castings féminins à géométrie variable, comme pour The Flirts. Le son de Bobby Orlando était basique. Il utilisait un son de clochette. Il utilisait ça dans tout. Tous ses sons se ressemblaient. Il était vraiment très populaire et je jouais ces trucs tout le temps. Dans toutes ses productions, il t'incitait à danser.
Aucun musicien n'aurait jamais pensé à mettre des trigolets sur une grosse caisse. Aucun batteur n'était capable de jouer ça. Il ne suivait aucune règle. Si Bobby Orlando est considéré comme l'un des pères de la high energy, c'est aussi pour son incroyable productivité. Qualifié de McDonald's du business musical, il produira plusieurs centaines de disques en quelques années à peine, sous différents labels, de nombreux pseudonymes et pour quelques artistes. Orlando, à qui un jeune journaliste anglais de passage à New York, Neil Tennant, propose d'écouter les maquettes de morceaux qu'il a enregistrés avec un ami. Instantanément convaincu par le potentiel de ces deux musiciens, Bobby Orlando fera ce qu'il n'a jamais fait jusque-là, produire une chanson qu'il n'a pas lui-même composée, la toute première version de West End Girls des Pet Shop Boys. Mais l'un des artistes les plus flamboyants que signera Bobby Orlando aura pour nom Divine, un travesti popularisé par le réalisateur John Waters dans ses films Mondo Trasho, Pink Flamingo, Polyester ou encore Hairspray. Ce mec était imposant. Il n'était pas grand en fait, il était rikiki avec sa drôle de voix habillé en femme. Mais au final, ça fonctionnait bien. Quand tu entendais ce morceau, tu te disais « Bon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ?» En 1980, c'était partout. Le disco était un truc gay et ils étaient tous sortis du placard. Donc en 1980-1981, ce n'était plus caché. Les gens pouvaient s'habiller comme ils le voulaient, ils pouvaient faire le genre de vidéo qu'ils voulaient. À Londres aussi, au sortir des années 70, la communauté gay se libère et sort du placard pour rejoindre fièrement le dance floor, celui du Heaven. Un club qui deviendra très vite incontournable et dont le premier et principal DJ sera Ian Levine, qui se souvient de son incroyable nuit inaugurale. On voulait leur en mettre plein la vue. On a donc joué de la musique calme jusqu'à minuit. Et puis à minuit, Doug au micro a dit... Au départ, c'était le néant, l'obscurité, puis Dieu créa l'homme, et l'homme créa le Heaven. Et quand il a prononcé le mot Heaven, on a lancé Relight My Fire de Dan Hartman. Et au bam bam, coup de tonnerre, éclair lumineux. Ils hurlaient tous, et ils n'avaient jamais vu ça. Les danseurs sont entrés, des mecs musclés, sexy, des gars qui allaient à la salle de gym 7 jours par semaine, sans t-shirt. Les gens hallucinaient. Mais à Londres comme à New York, un problème se pose au début des années 80. Sur quoi désormais faire danser ces jeunes et musculeux garçons ? Tout le monde avait arrêté de sortir des disques disco. C'était horrible. On n'avait rien à jouer. On devait dénicher du disco canadien et italien. J'ai donc décidé de devenir producteur. Et produire de la musique pour discothèques sans trop de moyens financiers ni de musiciens, c'est désormais possible grâce aux synthétiseurs en évolution constante et à cette fameuse batterie électronique nommée Lindrum. Donc c'est Roger Lynn qui a eu le premier l'idée d'utiliser des vrais sons de batterie. Donc avec la technologie existante à l'époque, il y avait très peu de mémoire, mais en faisant des sons très courts, il a échantillonné des sons de batterie et il a fait la première machine avec laquelle on pouvait programmer des vrais sons de batterie. Et là, ça évidemment, ça a tout révolutionné. Un procédé qu'utilisera Ian Levine pour enregistrer la rythmique du morceau So Many Men, So Little Time, mais pas sans difficulté. So Many Men s'appuie sur un rythme qui sonne comme une clochette. Mais on ne pouvait pas jouer ces deux notes sur la Lindrum tout le long du morceau, alors on programmait une piste qui faisait... On l'enregistrait en entier, on revenait, on changeait le ton de la note et on y retournait. Ça devait être réglé, en effet, manuellement, et si on passait à la séquence suivante, c'était perdu. Il n'y avait pas de mémoire. La technologie était primitive à ce point-là en 1983.
Notre objectif avec So Many Men, c'était de faire un disque gay qu'on pourrait leur claquer à la gueule. Un disque intrinsèquement homo. C'était une femme qui parle du fait qu'elle couche avec un mec différent tous les soirs. Moi, je vivais comme ça. J'étais mince et séduisant à ce moment-là. Je rentrais du Heaven avec un mec différent chaque soir. C'était avant l'explosion du sida. Je me suis dit, si on enregistre un disque underground gay, content de faire la meilleure musique possible, on va vendre beaucoup d'exemplaires. On en a vendu 2 millions. On avait réussi. Désormais, sur les images, les homos s'affichent et provoquent, comme le groupe Frankie Goes to Hollywood avec Relax, produit par le rusé Trevor Horn, l'un des sulfureux climax de la High Energy, censuré à l'époque sur les ondes de la BBC. Mais pour les gays à l'origine de cette musique et qui en furent les premiers consommateurs, la fête va bientôt tourner au cauchemar. Depuis quelques saisons, une maladie qui n'est pas encore identifiée sous le nom de sida semble s'acharner sur eux. Après les premiers cas dépistés en juin 1981, l'épidémie ne cessera de s'emballer, l'Europe commençant vraiment à prendre conscience de l'ampleur du drame en 1983. Il y a 2 ans, apparaissait aux États-Unis une épidémie qui se répandait à vive allure, semant la panique parmi les homosexuels qui furent les premiers touchés. Le cercle de ces victimes s'élargissant, elle est devenue AIDS ou, en français, SIDA, syndrome immunodéficitaire acquis, c'est-à-dire que le système immunitaire de ces malades ne fonctionne plus. Quand je suis allé à New York en 1983 pour lancer So Many Men, un morceau qui parlait de coucher avec n'importe qui, les gens commençaient à en parler. Il y avait une vingtaine de cas de sida à New York. Et un an plus tard, en 1984, c'était la panique totale. Tellement de gens en mouraient. Tellement de personnes autour de nous. Des DJ. C'était catastrophique. Tu ne savais jamais si... En fait, il y avait le poids. Quand quelqu'un commençait à en perdre rapidement, tu savais qu'il était très mal en point. Il y a eu 4 semaines ou quelque chose comme ça, durant lesquelles tout le monde mourait. L'un après l'autre, ils tombaient comme des mouches. C'était difficile, dans les clubs, de les faire sortir de cette ambiance. Mais vers la fin de la soirée, j'essayais de faire décompresser et oublier. Mais c'était l'enfer. Moi, j'ai changé ma façon de vivre du tout au tout. J'ai arrêté de faire l'amour. J'ai commencé à jouer un petit peu plus avec mes fantasmes au lieu de coucher avec les hommes. J'ai rien fait pendant des années. À partir de 1984-85, je n'ai plus fait l'amour jusqu'aux années 2000. Je me suis vraiment replié sur moi-même. Vraiment. Petit à petit, les gens ont commencé à revenir en boîte et à devenir de plus en plus festifs. Et on s'en est sorti. On est sorti de cette phase. Et tout est redevenu normal, tu vois. Comme si de rien n'était. En 1984, pour Ian Levine et son complice Fiacre Trench, il est donc temps de rassembler tous les publics sans plus de sous-entendus ou connotations sexuelles particulières autour d'un hymne dédié à cette dance synthétique et titré simplement High Energy. J'ai décidé d'écrire un morceau qui s'appellerait High Energy pour marquer le coup, pour faire un symbole de cette musique. C'était vraiment un morceau génial, mais seule une artiste pouvait l'interpréter, Evelyn Thomas, qui avait chanté de la Northern Soul dans les années 1970. Ian savait où il allait. Ça se voyait immédiatement chez lui. Il avait un objectif. Il savait très bien ce qu'il voulait faire. Tu commences avec la grosse caisse pour créer le rythme du son. Ensuite, tu as une seconde piste rythmique. Donc là, tu ajoutes ça. Tu gardes bien ton son de basse tout le long. Et enfin, tu ajoutes un rythme plus aigu pour accélérer le tempo et donner l'envie de bouger. Ce disque était une copie de Relax par Frankie Goes to Hollywood. Ça y ressemblait vraiment. Ils ont simplement pris les mêmes ingrédients pour l'enregistrer. La même recette.
On voulait le son de Frankie Goes to Hollywood et le beat de In the Navy. Si t'écoutes les Village People, ça dit ça. We want you for a new recruit. They want you as a new recruit. Chub, 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 chub. Driving the track. La première fois que j'ai entendu High Energy, je suis restée bouche bée. Je me suis dit, mon Dieu, c'est magnifique. J'ai su que la chanson avait ce petit quelque chose, je le savais. Je me suis dit, cette chanson, ça sera ma signature. Je le savais, c'est tout. En Angleterre, il s'est classé 5e, mais partout ailleurs, High Energy était en première position. En Allemagne, en France, au Portugal, en Espagne, en Italie, en Grèce, numéro 1 dans tous les pays. Un carton, monstrueux même. Tellement énorme qu'enregistrer une suite, un morceau aussi fort, était impossible. Voilà ce que c'était. Mais à Londres toujours, d'autres producteurs appliqueront à leur manière la formule magique. Comme Pete Waterman, ses complices Mike Stock et Matt Aitken et les claviers de leur usine à tubes. J'étais DJ à la base à la fin des années 60 et au début des années 70. Je passais énormément de temps dans les clubs. J'y ai entendu Blue Monday. Blue Monday. Je me suis dit, wow, c'est quoi ça? Je m'entends encore dire si seulement je pouvais produire des morceaux comme ceux-là. Je m'étais fait pas mal d'argent avec Musical News, Nick Kershaw, Matt Bianco. Ils m'avaient rapporté beaucoup. Donc je pouvais me permettre d'acheter des synthétiseurs, des boîtes à rythme. J'ai toujours eu cette idée qu'un jour je produirais de la musique sans tous ces instruments habituels. Après avoir entendu les premières productions, Il avait ce cache-œil, il tournait dans tous les sens et tout le monde se disait « Mon Dieu, ce type est incroyable !» Un morceau extravagant, à son image en fait. On a sorti cette musique des clubs branchés dont il fallait être membre pour l'amener dans les boîtes du monde entier. D'un coup, tous les DJ passaient ces morceaux parce que ce n'était plus des disques gays. C'était juste des grands morceaux, sans étiquette.
En Europe, après que Londres s'est rapidement connecté à la haute énergie américaine pour faire de ce genre un phénomène tout public, synthétiseurs et boîtes à rythme seront vite exploités à toutes fins rentables pour alimenter la variété internationale, comme en Allemagne, celle que Michael Cretu concoctera avec succès pour Sandra et son déchirant. Il existe aujourd'hui une nouvelle technologie qui s'appelle MIDI et où on n'a plus, pour ainsi dire, qu'un clavier qui sert de télécommande si l'on veut, et avec cela on peut commander plusieurs synthétiseurs. C'est-à-dire que j'appuie ici sur les touches qui sont reliées par exemple à celui-ci et celui-là. Ce sont de vrais instruments, simplement ils n'ont plus de clavier. Voyons ce qu'on a ici: harpe, guitare, trombone, et puis il y a les sons qui sont livrés avec l'appareil. X7, qui est un synthé qui était très difficile et très compliqué à comprendre, à utiliser, et surtout le fait qu'il soit très compliqué à utiliser, pratiquement personne ne changeait les sons, donc tout le monde utilisait le même son de piano électrique, le même son de basse, les presets. Ça a vite fait que c'est devenu lassant. Mais en Allemagne, au même moment, il y a aussi Fancy, un artiste qui restera lui au fondement de la high energy, dopé aux beats enfiévrés, aux voix étranges et aux atmosphères équivoques. Et pourtant, pour lui, tout avait commencé dans une toute autre ambiance, 10 ans plus tôt, sous le nom de Testeiges. Ich komm wieder, kleine Geisha. Ich komm wieder, glaub an mich. Testeiges était très allemand. C'est-à-dire que j'avais déjà fait plusieurs tentatives dans la variété. Et c'était un monde complètement différent. Pour lancer Chinese Ice et Slice Me Nice, et toute cette high energy, j'avais besoin d'une nouvelle image, d'être un tout autre artiste. Dès lors, en 1984, Fancy imposera son Slice Me Nice sur les pistes et dans les charts, bien au-delà du Rhin. Ce que je voulais, c'est le son de Shoot Your Shot de Divine. Je voulais simplement le produire comme ça, aussi dur et séquencé. Je l'avais déjà dans la tête. Et derrière la console, le producteur Anthony Mon, celui-là même qui, quelques années plus tôt, à Munich, avait produit Follow Me pour Amanda Lear. Outre-Atlantique, Fancy sera même remarqué par les colonnes du Billboard, référence de l'industrie musicale, pour ses morceaux Come Inside et Chinese Eyes. À l'époque, cela fait pas mal de temps déjà que les studios allemands sont très fréquentés par les producteurs italiens, comme les frères La Bionda, qui ont enregistré plusieurs succès avant de participer dans les années 80 à un autre genre de disco électronique dérivé de la high energy, appelé Italo Disco, mais très souvent élaboré à Munich. Parce qu'il y avait une atmosphère comme il n'y en avait pas ailleurs. En Italie, c'était l'époque des attentats terroristes, la période des années de plomb, comme on l'appelle. Et il y avait une certaine peur. Alors qu'en arrivant à Munich, on avait l'impression d'être vraiment dans une nation à part. On avait même du mal à se croire en Allemagne. Si l'Italo Disco se distinguera généralement de la high energy par des voix davantage mises en avant et des mélodies appuyées, elle commença avec les frères La Bionda de façon assez minimaliste et spatiale.
Addirittura in Italia c'è stato un... En Italie, un important présentateur télé a même cru, après avoir écouté le morceau, qu'il s'agissait d'une simple démo, une maquette, tellement il y avait peu d'instruments. Et puis il a compris. Un jour, un duo de musiciens et chanteurs italiens fait écouter aux frères La Bionda la maquette d'un titre un peu sombre, flirtant avec Kraftwerk autant qu'avec la New Wave, et portant un titre espagnol, Vamos a la playa. C'était une idée originale, très sombre, obscure. Parce qu'en réalité, la chanson raconte qu'on va à la plage parce qu'il y a une bombe nucléaire qui a explosé. C'était très sombre, dramatique. Mais musicalement, on a rendu tout ça plus joyeux. Dès lors, un tourbillon de tubes italo-disco chantés dans un anglais souvent approximatif emportera toute l'Europe avec la Dolce Vita de Ryan Paris ou le Self Control de Raf. Mais en Italie, dans la seconde moitié des années 80, il y a aussi Spagna, un groupe mené par une chanteuse et compositrice à la chevelure irradiante et prénommée Ivana. Avant de faire des disques, je jouais dans les discothèques avec un groupe que je formais avec mon frère et mon premier compagnon. Et puis nous sommes devenus 3 producteurs. Et parmi les disques composés et enregistrés par ce trio, Color My Love, sorti sous le nom de Fun Fun, sur lequel on retrouve la voix d'Ivana Spagna, mais qui sera mimée en télé par de jeunes figurantes. Après ça, j'ai dit, les garçons, pourquoi ne pas faire quelque chose pour moi aussi ? Et c'est comme ça qu'est né Easy Lady, le premier disque de Spagna. La chanson nous a demandé beaucoup de travail, parce que pour nous, la chose importante, c'était d'avoir la bonne mélodie. Il fallait que nous sentions que c'était la mélodie la plus évidente, la plus juste. Par exemple, il y avait With the Passion qui ne sonnait pas. Mon frère arrive et dit « Non, enlève Passion et mets... » Et là, je lui dis « Mais il y a trop de lady, non ?» Il me dit « Non, c'est bien mieux comme ça. » Et il avait raison, c'était juste. Avec Call Me, un an plus tard, Spagna décroche un nouveau hit européen auquel pourtant les maisons de disques anglaises seront dans un premier temps réfractaires. Mais pas les milliers de touristes britanniques en vacances en Espagne. Call Me avait aussi été la musique de la publicité d'une compagnie téléphonique espagnole. Ils l'avaient utilisé pour faire leur campagne. On entendait Call Me tous les jours. Et les Anglais, lorsqu'ils sont rentrés d'Espagne en Angleterre, ils ont commencé à prendre d'assaut les magasins pour demander cette chanson. Mais les magasins ne l'avaient pas.
Alors les disquaires ont demandé cette chanson à Sony parce que des milliers et des milliers de gens la réclamaient. Et donc Sony a fini par distribuer Call Me. Michael Jackson numéro 1 et moi numéro 2. Une grande satisfaction. Incroyable. Les disques auxquels j'ai vraiment accroché et qui ont été vraiment les plus importants pour nous, c'étaient ceux de Spagna. Parce qu'ils avaient le même son que nous. Chaque semaine, on écoutait toutes les nouveautés de High Energy. Qu'elles viennent d'Italie, d'Allemagne, de France, qu'importe le pays, on écoutait tout. Si tu composes en écoutant ce que fait la concurrence, tu marques des points, parce que tu sais ce dont ils sont capables. Donc s'ils trouvent quelque chose de fort que tu ne connais pas, tu l'inclus dans ton morceau aussi vite que possible. Ces influences italiennes et continentales en guise de carburant, la fabrique à succès énergique et synthétique de Stock Aitken et Waterman va, dans la seconde moitié des années 80, tourner à plein rendement, avec notamment le jeune Rick Astley. Ça nous prend au maximum 5 jours pour enregistrer un morceau de A à Z. Nos meilleurs morceaux sont toujours ceux qu'on enregistre le plus vite. Il faisait tube sur tube et c'était toujours le même concept. J'ai quelques albums où tout est au même tempo du début à la fin. C'est 125 ou je ne sais plus. Et pas question de faire 126 ou 124. La marche militaire, c'est 120 le tempo. Hello. Le soleil brille, brille, brille. Je peux calculer, je suis à 120, 122, quoi. C'est un tempo qu'on trouve assez naturellement, quoi. Une efficacité, un son et un rythme survolté dont voudront profiter les 3 jeunes femmes d'un groupe pourtant déjà célèbre, Bananarama. Bananarama a débarqué et nous a demandé si nous voulions produire une reprise de Vénus. Ça faisait 2 ans, enfin 2 ans et demi, 3 ans qu'on produisait. Et on avait épuisé la High Energy. À la fin, on pouvait enregistrer un morceau de High Energy en 2 heures. On en connaissait toutes les ficelles. Bananarama, elles, c'étaient des musiciennes. Et comme souvent les musiciens, elles voulaient ajouter une corde à leur arc. Je me souviens de la version originale de Vénus de Shocking Blue. C'était très différent. Je ne savais pas quoi en faire, parce que c'est un morceau rock. Je me souviens qu'on a travaillé le morceau et qu'on l'a ensuite mixé un vendredi. J'étais au bar avec elles et j'ai dit « Vous en pensez quoi ?» Elles m'ont répondu « On n'aime pas trop, en fait. » J'ai demandé « Pourquoi ?» Elles m'ont dit « Ça ressemble pas à You Spin Me Around. » Ça ne nous était jamais venu à l'esprit qu'on avait créé un son que les gens voulaient. Nous, on n'en pouvait plus de ça. Ça faisait 2 ans et demi qu'on jouait ce... Je me souviens, on a mis l'argent sur le comptoir, on a acheté une bouteille de vodka et on est retourné en studio. Moi, Matt, Mike et Phil Harding. Et je te jure, ce morceau, on l'a enregistré en 3 heures, pas plus. Et lorsqu'elles sont revenues, ça sonnait exactement comme You Spin Me Around. Et un câble. Ils voulaient tous ce son. Et à ce moment-là, tu te dis... Mon Dieu, j'ai failli laisser filer ça. J'avais de l'or en barre sous mes yeux et nous, on serait passé à autre chose. Revenu avec succès à leur interprétation très commerciale et européenne du disco High Energy, le trio de producteurs enchaînera les succès massifs pour, entre autres, la jeune comédienne d'un célèbre feuilleton australien qui cartonne à la télé anglaise, Kylie Minogue, dont ils assureront pendant quelques années le succès discographique planétaire. À la fin des années 80, le filon de la dance numérique et enfiévrée sera exploité par bien d'autres producteurs, d'autres voix, dont celle de Yaz et son mégatube sans lendemain, The Only Way Is Up. Rien n'était plus fort que The Only Way Is Up. Le morceau ultime de la High Energy, de la High Energy pure. 2000 mains en l'air, c'était électrique.
la France dans tout ça, elle qui, une décennie plus tôt, avait généré tant de succès mondiaux avec le disco. Seules 2 productions de dance bleu-blanc-rouge connaîtront un destin international ces années-là, dont Magazine 60 qui, dans un style italo-disco, causera espagnol avec son facétieux Don Quichotte. Quant à Jacques Morali et Henri Bellolo, ex-producteurs de Village People, ils exhumeront aux États-Unis une icône gay un peu oubliée, Eartha Kitt, à qui ils offriront un hit pas complètement synthétique, mais qui fera le bonheur des clubs et des bras musclés. J.P. Iliesco était le meilleur ami d'Henri Bellolo. Il est venu me trouver avec Where is my man d'Eartha Kitt sous le bras et m'a demandé « Tu pourrais jouer ça au Haven ?» J'ai dit oui, j'ai adoré. J'adore le calme d'Eartha Kitt. C'est une légende, elle était fantastique. On l'a fait jouer au Haven. Elle était tellement bourrée qu'elle est tombée de la scène qui était très haute. Elle s'est littéralement cassé la gueule et elle est tombée dans la foule, mais heureusement les gars dans la salle l'ont rattrapée. Now the item you've all been waiting for, Donna Summer is back in the British charts this week with a hit single, the 70s. En 1989, après un long passage à vide, c'est Donna Summer qui fermera le banc de la High Energy en offrant, grâce à Stock Aitken et Waterman, un dernier tube planétaire à cette dance électronique qui, partie des boîtes gays de San Francisco et de New York au début de la décennie, aura finalement emporté un très large public à travers le monde. Mon mari avait entendu parler de ces producteurs et il m'avait dit « Donna, tu devrais bosser avec ces mecs seraient bien pour toi. » Et j'ai dit « D'accord, mais je n'ai rien fait, j'y ai juste réfléchi. » Puis, ma maison de disques est venue me voir et m'en a aussi parlé. Donc cette fois, je me suis dit « Ça doit être un signe. » Le problème, c'est que depuis quelques années, Donna Summer est blacklistée par les gays, ses premiers fans, qui ne lui pardonnent pas d'avoir, semble-t-il, déclaré que Dieu a envoyé le sida pour punir les homosexuels. Ce que Mike Stock et Matt Aitken n'ont toujours pas digéré, comme ils ne manqueront pas de le faire comprendre à Pete Waterman, ravi, lui, de travailler avec Donna. Et ils ont dit « Attends, elle a dit de mauvaises choses. » J'ai répondu « Non. On lui demandera quand elle sera là et on jugera à ce moment-là. Mais on fait de la musique, pas de la politique. Je ne veux pas de dispute. Je veux sortir un disque avec Donna Summer. Et je ne crois pas que les gens qui aimaient Donna Summer il y a 5 ans ne l'aimeront pas demain. Maintenant, si je me trompe, nous en souffrirons. Je suis prêt à en assumer les conséquences personnellement. Mais j'étais convaincu que lorsqu'une voix comme Donna Summer, avec autant d'albums à son palmarès, se présente à toi, tu te dois d'accepter. C'est la raison pour laquelle tu fais de la musique. Quelques semaines après la sortie de ce disque, ACT UP, association militante de lutte contre le sida, recevra une lettre de Donna Summer dans laquelle, en même temps, la chanteuse nie avoir tenu ses propos homophobes et demande malgré tout aux gays de la pardonner pour le mal qu'elle aurait pu leur faire. Ça a été le disque le plus vendu cette année-là dans le monde. Est-ce qu'on aurait imaginé une chose pareille? Non. C'est peut-être le dernier gros tube de High Energy, et c'est la dernière fois qu'on a travaillé tous ensemble. 10 ans auparavant, alors que le disco originel vivait ses derniers feux, c'est cette même Donna Summer qui avait évoqué à un journaliste le succès de son ovni électronique tellement influent I Feel Love en disant « This song became a hit because it has a high energy vibe ». Cette chanson est devenue un hit parce qu'elle a une vibration high energy, inventant sans le savoir le nom du mouvement dance qui allait électriser les années 80.
Mais en cette fin de décennie, après avoir poussé très loin sa logique commerciale, la dance music électronique va se fragmenter, se segmenter, atomiser un public qui jusque-là dansait ensemble. Chicago imposera enfin sa house music et Bruxelles lancera son new beat. Avant que Londres ne déverse son acide. Chacun désormais dansant dans ses clubs, dans ses raves. À partir de 1989, je n'en pouvais plus. Le public devenait plus jeune, c'était le début de l'acid house. Lorsque le Saint a fermé ses portes à New York en 88, la fête a duré 3 jours. On y est tous allés. J'ai laissé Colin Holsgrove me remplacer au Haven. Très sournoisement, il n'a plus mis de high energy et a commencé à passer de la acid house. Quand je suis rentré, tous ces idiots disaient « On veut de la acid house ». Ils en ont joué la semaine dernière. J'en ai eu marre finalement. J'ai dit « Je m'en vais » et j'ai quitté le Haven. Ils n'avaient plus besoin d'une chanson, ils avaient besoin d'un rythme et d'un gimmick. Les gens ne s'intéressent plus vraiment à la musique. Ils sortent, surtout le week-end, pour boire, traîner avec leurs amis. Ils s'amusent, tu vois. C'est juste qu'ils ne savent pas à quel point c'était bien avant. Si tu sors dans une boîte aujourd'hui, il n'y a que des gosses. Tu ne verras personne de plus de 30 ans dans un club à New York. Quand je jouais au Studio 54, tu pouvais voir des ados, des gens de 20, 30, 50 ou 60 ans. Je vivais à côté de l'endroit où se déroulait le plus grand festival dance de Grande-Bretagne. Tout ce que j'entendais, c'était pas de mélodie. Puis tu entends ou un truc du genre. Mais ils sont dehors, ils kiffent. Il y a 20 000, 40 000 personnes. C'est eux qui ont raison, pas moi.